Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Je vous emmène cette semaine chez Aponem, où la sommelière Gabi Benicio et la chef Amélie Darvas ont créé un lieu magique avec une complémentarité unique. Alors qu'elles étaient à la tête de leur restaurant parisien, Amélie et Gabi ont eu le coup de cœur pour une auberge située au sommet du petit village de Vaillant dans l'Hérault. En quelques semaines, elles ont quitté leur vie d'avant et la scène parisienne pour se projeter dans un nouvel environnement, faisant le pari d'une autre vie, ailleurs, en posant les bases d'un projet audacieux qui avait tout de l'aventure d'une vie. Et justement, vivre sa vie pleinement, prendre des risques, faire des choix ambitieux, c'est le chemin que nous montrent Amélie et Gabi. Pas la voie de la raison, mais une route toute personnelle. Je suis sûre que comme moi, cette rencontre va vous inspirer et peut-être vous donner le courage qui vous manquait pour vous lancer. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici les portraits croisés d'Amélie Darvas et de Gabi Benicio dans Girls in Food. Bonjour Amélie Darvas, bonjour Gabi Benicio. Bonjour. Bonjour. On est ici chez Aponem, votre restaurant. Merci d'accueillir Girls in Food en vos murs. Alors, est-ce que vous pouvez l'une et l'autre vous présenter chacune votre tour ? Amélie. Donc moi c'est Amélie, je suis parisienne, je suis la chef d'Aponem à Vaillant. Voilà. Gabi. Moi je suis Gabi, je suis l'associée d'Amélie, je suis sommelière et copropriétaire de restaurant Aponem à Vaillant. Si on fait un petit retour en arrière dans votre enfance, est-ce que la cuisine occupait une place importante dans vos familles respectives ? Amélie. Alors moi, elle a toujours occupé une place très importante. Chez moi, on mangeait très très bien et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un beau-père qui était dans le chocolat, donc qui m'a initiée en fait à la grande cuisine très jeune parce que j'avais prospecté en fait dans des cuisines et des grandes cuisines de palace surtout. Donc j'avais en fait l'occasion de voir petit déjà ces grands chefs, voilà, à côté de mon beau-père et ça m'a toujours donné envie en fait de faire partie en fait de ce monde. Et puis voilà, et puis évidemment quelques plats familiaux. Que je n'oublierai jamais. Ok, bon, on va y revenir. Et moi, Gabi. On passait notre vie, tous passaient autour de la table. Je suis italo-brésilienne et dans notre famille, les petits-déj, ça a toujours été un grand rituel avec la table mise. Et puis après, on enchaînait sur les déjeuners, et puis il y avait les goûters, et puis les dîners. Et toutes les grandes décisions, tous les grands moments forts de nos vies, ça se passait toujours autour de la table, d'un bon repas, toujours fait maison avec de bons vins. Et des moments vraiment ritualisés, sacrés. Donc la nourriture avait une place vraiment centrale dans notre petit écosystème. Et est-ce qu'il y avait un plat du dimanche ou un plat de fête qui vous reste en mémoire aujourd'hui ? Moi, il y a un plat très simple qui me restera gravé à vie dans ma tête. C'est la salade de tomates mondées à l'échalote, tout simplement, faite par la grand-mère en fait, de mon beau-père. Donc, un peu la seule grand-mère que j'ai eue quelque part, et elle cuisinait extrêmement bien. Et cette salade de tomates, c'était pour moi un grand moment. Et Gabi ? Pour moi, c'est les gnocchis des pommes de terre de ma grand-mère. C'est un gnocchi que d'ailleurs Amélie, elle les cuisine, elle les fait. C'est un gnocchi où il n'y a pas de farine, c'est que de la pomme de terre. D'accord. Que ma grand-mère faisait avec tellement d'amour et délicatesse. Juste tombé dans un beurre noisette à la sauge. Et ça, c'était juste des moments de réconfort absolu. Et toujours dans votre enfance, est-ce qu'il y avait à l'époque un métier qui vous faisait rêver ? Alors Amélie, peut-être, est-ce que c'était déjà la cuisine ? Non, moi c'était plutôt l'armée en fait à la base. Moi j'avais envie d'aller faire l'armée, d'être... je sais pas, ouais, d'être dans ce truc hyper militaire, très hiérarchisé, voilà, ça me faisait envie parce que j'étais un enfant pas du tout discipliné, j'étais très perturbée, j'étais très hyperactive, voilà, fallait me canaliser un peu et en fait la cuisine est venue un peu après, donc j'ai essayé en fait d'allier un peu ces deux envies
Et j'ai retrouvé en fait ce côté militaire dans les cuisines que j'ai pu faire. Et voilà, je pense que j'ai accroché tout de suite aussi parce qu'il y avait cette ambiance et ça me plaisait en fait. Ok. Moi, je voulais être artiste. Et j'ai commencé à faire la photo très tôt. J'ai mon premier appareil photo, j'avais 10 ans, c'est mon oncle qui m'a offert. Et je pensais, j'ai un peu circulé dans ces mondes-là et je pensais que j'allais faire ça toute ma vie. Je l'ai fait toujours, mais ma vie a un peu changé. Et est-ce que l'une et l'autre, vous vous souvenez de votre tout premier job? Le tout premier emploi qui vous a valu un petit salaire Oui. Moi, c'était vendeuse en boulangerie. Ok. Donc, moi qui suis extrêmement timide et pas du tout sociable, ça a été un boulot très, très compliqué pour moi. En plus, j'avais 14-15 ans, donc du coup, je débarquais dans le monde, dans la vie, en fait, active. Dans le monde des adultes. C'est ça, et du coup, ma patronne me disait, mais toi, faire de la cuisine, mais tu vas jamais y arriver, c'est impossible. Et donc, voilà, et c'était ça mon premier job. Donc, très décourageant, mais en même temps... ça m'a donné envie de prouver à ces gens-là que je pouvais y arriver. Moi, je viens du Brésil, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans et mon premier job, c'était dans un vidéoclub où c'était des cassettes, un VHS, encore. Et donc, voilà, c'était un petit boulot alimentaire, mais j'étais très jeune, j'avais 14 ans. C'était un autre monde. C'est pas la France. On va passer un petit peu à vos carrières respectives. Donc Amélie, vous nous l'avez dit, votre beau-père travaillait dans le milieu du chocolat et donc à ce titre était en contact avec des grands chefs et vous l'accompagnez parfois. Quelle était votre perception du monde de la cuisine à cette époque, voir ces chefs dans leur environnement C'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que je voyais ces hommes avec des grandes toques blanches, habillés tout en blanc, pas une tache sur eux, voilà, c'était vraiment avec un silence dans la cuisine assez fou, et des oui chefs et voilà, c'était ça ma vision. Et du coup je me disais voilà, moi je veux faire ça, ça a l'air dur. Voilà, donc c'est vraiment ça ma perception de la cuisine en fait, avant même la nourriture en fait. Ok. Et à quel moment vous vous êtes dit je vais vraiment faire ça en fait, vous aviez quel âge? Je me suis dit que je voulais vraiment faire ça, je pense, quand j'étais au Bristol. Donc c'est venu vraiment plus tard, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à 15 ans, mais vers l'âge de 18 ans, là, je me suis dit, ouais, c'est mon métier. D'accord. C'était une espèce de révélation, en fait, pour moi. Là, pour le coup, vraiment, en termes de cuisine, le goût, l'émotion, en fait. À chaque fois que je goûtais quelque chose, alors il y avait une pression de fou. Il fallait être à l'heure. Enfin, il y avait une pression de dingue avec les 3 étoiles et tout, mais... Du coup, là, c'était quand vous étiez au Bristol, donc vous aviez déjà eu plusieurs expériences en cuisine avant, mais là, c'était un peu du coup la révélation. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui changeait par rapport aux expériences précédentes? Je pense que c'est l'émotion que je retrouvais à chaque fois que je goûtais quelque chose. J'ai compris en fait au Bristol ce que c'était un assaisonnement, ce que c'était la technique, ce que c'était la rigueur en fait. Et à chaque fois qu'on recommençait en fait tous les matins, c'était la même chose quoi. Et c'est vrai que pour moi c'était une vraie révélation à ce niveau-là quoi. Et ça c'est le chef qui change c'est ce qui fait la différence entre les différentes cuisines pour vous. Je pense que l'équipe est à l'image du chef, c'est-à-dire que le chef est comme il est et puis du coup fédère et donne l'ambiance en cuisine et donne envie aux gens en fait. D'accord. Je pense que le chef, il y a un gros rôle à jouer là-dessus. Ouais. Donc là, à l'époque, c'était toujours Éric Fréchon. Ouais. Tout à fait. Ok. Très rapidement, finalement, dans votre jeune carrière, vous vous étiez orienté vers la haute gastronomie, parce que vous avez collectionné des belles maisons. Qu'est-ce que vous cherchiez justement dans cet univers-là? Parce que finalement, la cuisine, ça peut être aussi de la cuisine de bistrot, ça peut être plein de choses différentes. Vous êtes, vous avez eu toutes ces belles expériences. Pourquoi la haute gastronomie? En fait, tout simplement parce que quand j'ai décidé en fait d'arrêter l'école et de commencer la cuisine, je me suis dit si je fais ça, il faut que je le fasse bien et avec les meilleurs, parce que j'ai pas envie de devenir entre guillemets moins que rien ou un cuisinier lambda. Je voulais réussir en fait. Moi, j'avais cette ambition déjà à l'âge de 15 ans de vouloir mon restaurant, je voyais déjà les étoiles, c'était par ambition en fait, tout simplement. Okay. Gabi, on va passer à vous. Donc vous êtes originaire, vous nous l'avez dit, du Brésil.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené ici, en France, d'abord à Paris? Moi, je suis arrivée à Paris pour continuer mes études. Donc, j'étais photographe et j'ai fait un master à la Sorbonne et puis une thèse, un doctorat à l'école d'autres études en sciences sociales à Boulevard Raspail. Et c'est ce qui m'a amenée ici, c'était la pensée, l'histoire de la pensée et tout ça. J'étais très loin de l'univers de la restauration. Et dans mon parcours académique, j'ai travaillé la sensibilité, la sensorialité au XVIIe siècle, et puis tout ce qui va avec, notamment les vins, la gastronomie, évidemment, toujours avec en connotation de l'idée de sacré. Quelque chose qui peut te mettre en contact avec un univers d'élévation. Et j'ai décidé de passer un diplôme en sommellerie pour comprendre un peu cet univers de façon empirique et pour décortiquer un peu cet univers qui est très riche, la notion de terroir, et la notion de dégustation et tout ça. Et donc, je suis tombée dans l'univers de la gastronomie à travers la pensée, d'abord. Donc, voilà. C'est très intéressant et c'est finalement un parcours assez différent mais complémentaire de celui d'Amélie qui a finalement trouvé sa voie très jeune à 15 ans, qui a tout de suite commencé dans la gastronomie. Vous, c'est un chemin un peu de traverse. Par rapport à justement ces études, cette thèse, qu'est-ce que cette construction mentale, intellectuelle vous apporte dans votre pratique aujourd'hui de la sommellerie? Je pense que ça structure vraiment notre travail. Je dis notre parce qu'avec Amélie, on a beaucoup échangé. Et justement, le fait d'avoir des parcours si différents, on se retrouve dans quelque chose d'absolument complémentaire. La cuisine, c'est très concret. C'est quelque chose qui est là. Et moi, mon sujet de thèse, c'était justement l'image invisible, c'est-à-dire comment on va décrire une émotion de façon absolument concrète à travers une image. Et je trouve que c'est ce qui fait Amélie, c'est finalement des images invisibles. C'est-à-dire, c'est des sensations, c'est des émotions qui sont traduites. C'est très difficile de pouvoir traduire en émotion. Et je me souviens, la première fois que j'ai vu Amélie cuisiner, j'ai eu une espèce de coup de foudre, une espèce de révélation. Parce que c'était vraiment l'idée d'un artiste, un œuvre. Il y avait quelque chose qui était là, incarné, et qui me faisait penser à ces textes sacrés, à cette idée où il y a quelque chose d'incarné, des vrais, qui est dans une action précise, une espèce de vérité dans les gestes. Et donc, c'est ce qui m'a amenée dans ce monde, passe par là, en fait. Okay. Et ces rencontres avec Amélie, c'était absolument décisif. On va y revenir. Et si on reparle un petit peu du vin, est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur justement ce diplôme en sommellerie, est-ce que pour vous le rapport au vin était une évidence ou est-ce que ça a été plutôt un cheminement, un apprentissage, ou est-ce que c'était là aussi une compréhension immédiate? Moi, j'ai toujours bu du vin. Dans ma famille, on a toujours les vins ont toujours une place très importante dans mon histoire personnelle. Mais les vins, c'est ton univers. C'est des mondes, c'est des cultures, c'est l'histoire de l'Europe et pas que l'histoire du Nouveau Monde aussi. Mais je pense que la culture nous amène dans le monde du vin aussi. Je pense qu'il y a un sommelier qui est curieux et qui vient d'un parcours d'ailleurs, il y a plein de femmes qui ont des parcours un peu atypiques dans le monde de la sommellerie. Paz Lavinson, elle était dans les lettres. Pascaline, elle était philosophe, un peu comme moi. Enfin, je pense que la culture est absolument indispensable quand on veut approcher les vins, parce que les vins, c'est infini. Cette liane domestiquée qui raconte l'histoire des hommes et des femmes dans des terroirs, dans des millésimes. Il ne faut pas oublier que la vigne a un peu sauvé la France aussi, à plusieurs moments dans l'histoire. Dans les religions, la vigne, elle est liée, et les vins, elle est liée à toutes les histoires des religions. C'était un dieu dans la Grèce ancienne. C'était la promesse du paradis pour les musulmans. Donc, il y a la Vierge et les vins. C'est les saints du Christ dans le catholicisme. Enfin, les vins a toujours été là, quelque part. Et donc, oui, c'est... Je ne sais pas, on ne peut pas parler de culture sans parler de vin, je pense. Voilà, donc, quand vous vous êtes rencontrés,
Vous avez ensuite décidé de lancer ensemble votre restaurant, toutes les deux, Aikai. Donc Amélie, vous aviez déjà plusieurs années d'expérience dans des grandes maisons derrière vous. Et vous, Gabi, vous en étiez où par rapport à la sommellerie à cette époque-là? Moi, la sommellerie, c'était... Moi, j'étais pas sommelière des professions. J'ai pas fait les parcours des palaces, des étoilés. Moi, j'étais en chercheuse. Voilà. J'avais une approche absolument empirique et je voulais développer quelque chose moi, j'appelle ça aujourd'hui la sommellerie sensorielle. C'est-à-dire de vivre des expériences, de chercher des émotions dans l'expérience de la dégustation, sans parler trop d'étiquettes. Essayer de trouver effectivement cette notion de terroir, cette notion des cépages, en homme, en femme, à travers la dégustation. Mais le plus important pour moi, c'était la dégustation. Ces rencontres avec Amélie, ça m'a permis effectivement de mettre en place la pratique du métier de sommelier. Mais on les pratique encore, et même au Aikai, de façon absolument sensorielle. C'est-à-dire, on part d'abord de notre expérience de dégustation pour après décliner un discours autour d'un verre. D'abord la dégustation et puis après l'étiquette, la provenance. Oui, surtout que le milieu du vin, c'est un milieu où l'étiquette compte beaucoup. Il peut y avoir parfois, pour les gens qui sont extérieurs, une forme de snobisme, ou en tout cas, ça peut être impressionnant comme milieu. On n'ose pas forcément si on n'a pas la connaissance. Vous démystifiez un petit peu tout ça. Absolument, je pense que d'abord, quand on déguste un vin, c'est ce qui compte, c'est tout ce qu'on ressent. Tout ce qu'on ressent est vrai. On aime, on n'aime pas. Et ça, c'est la base. Le plus important, c'est de l'aimer, ces vins. Et combien de fois, c'est vrai, dans ces métiers, on entend souvent plus des femmes que des hommes dire « mais je comprends rien, je connais rien, je peux rien dire ». Et c'est vrai que historiquement, parfois, dans le milieu de la gastronomie, la sommellerie a une place noble. Et très souvent, et beaucoup trop souvent, on peut être dans une espèce d'étalage qui peut être très humiliant pour un client qui ne se sent pas légitime. Alors que je pense que le plus important, c'est ce qu'on ressent. On aime, on n'aime pas. Et tout ce qu'on sent est vrai. Vous pouvez trouver de la fraise, là où je vais trouver un fruit exotique, parce que moi, je viens du Brésil et vous venez de France. Mais oui, on n'a pas forcément les mêmes référentiels gustatifs. C'est la mémoire de tout ce qu'on sent. Donc, la dégustation, c'est l'expérience légitime. Donc, on essaye vraiment de mettre ça en place. Ça peut être très humiliant pour des clients quand on est dans une expérience de show-off à table et trop démonstratif. Et si on revient donc sur votre rencontre qui a conduit au restaurant Aikai, est-ce que pour l'une et l'autre, vous vous êtes toujours dit que vous alliez être un jour votre propre patron? Parce que c'est ça aussi, finalement, monter un restaurant. On n'est plus salarié, mais on est seul à la manœuvre, bon, même si vous êtes ensemble. Est-ce que c'était une envie de longue date pour l'une et l'autre? Alors moi personnellement, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand j'ai démarré la cuisine, je rêvais déjà d'avoir mon restaurant en fait, entre guillemets libre en fait. C'est-à-dire qu'être patron c'est dur, c'est sûr qu'on pense pas à tout quand on commence. Il y a plein de contraintes qu'on n'a pas quand on est salarié. Donc ça s'apprend en plus d'être patron. Je pense qu'on devient patron. Et du coup, moi, j'avais envie de ça très jeune. Et c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Gabi, je pense qu'on n'a pas mesuré en fait tous les problèmes qu'on allait avoir, que ça soit sur le plan humain, que ça soit sur le plan financier, etc., etc. C'est sûr qu'être patron, on apprend à être patron, surtout quand on a une base très humaniste et plein d'utopies dans la tête. On essaie d'ailleurs de mettre en place tout ce que la pensée m'a apporté et mon expérience, parce que je me définis vraiment en tant qu'humaniste et c'est très important pour moi, c'est des principes très importants. Et quand on est rentré dans les patronats, j'ai fait face à plein de problématiques très concrètes. Comment on met en place un univers entre les patrons, quelque chose de très sain, productif et bienveillant. Et c'est très difficile, c'est un très 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 gros défi. Donc même quand on est à la base de bonne volonté, plutôt dans un état d'esprit humaniste, c'est pas parce qu'en fait, il y a facile. L'être humain parfois dans les schémas qui ont été construits depuis des siècles, il a besoin de hiérarchie.
Et quand tu veux décomposer les hiérarchies et donner l'autonomie aux gens et dire je crois en toi, tu sais, c'est ce que tu as à faire, on construit ensemble. C'est ça qui était intéressant entre le parcours de Gabi et le mien, c'est-à-dire que moi j'ai été habituée à la hiérarchie très vite, très jeune. Donc quand on a monté Aikai, il fallait mettre du cadre aux gens et moi c'était quelque chose de très naturel en fait. Le respect, voilà, c'est chez moi, tu me respectes, sinon tu vas bosser ailleurs, entre guillemets, quoi. Oui. Et Gabi avait tendance à dire oui à tout, ou alors avoir peur de dire les choses. Et c'est vrai qu'avec le temps, t'as vachement appris, en fait, à dire les choses, dans le respect, évidemment, mais de cadrer les gens et de... J'ai appris à être patronne. C'était violent pour moi, parce que tout de suite, ça te met dans une place qui n'est pas forcément... Confortable, et c'est les rapports de pouvoir, et c'est horrible, donne les pouvoirs à quelqu'un et tout sait qui est la personne, et cette idée de pouvoir, c'est quelque chose qui était toujours pour moi une antithèse de tout ce que je croyais, parce que je pense que tout être humain a ses pouvoirs individuels, on n'a pas besoin de dire c'est ce qu'il faut faire, mais parfois on est obligé de dire c'est ce qu'il faut faire, et donc avec les temps, j'ai appris à dire c'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que ça fait quand même, c'est notre 2e restaurant, et ça va bientôt faire 10 ans qu'on est dans une aventure en tant que patronne. Aujourd'hui, je pense qu'on est tout à fait capable de mener une équipe et de mettre en place des principes dans notre univers de travail où les gens, ils ont vraiment leur place, leur autonomie, et on n'est pas obligé de dire tout le temps c'est ce qu'il faut faire. Mais ça a mis du temps. Oui. Parce qu'on fait face aussi à la bureaucratie, à des comptes à payer, à des missions, à des problèmes, enfin... Puis il y a des habitudes de travail, je suppose aussi. Il y a aussi, je trouve que les patrons en France, ils ont une très mauvaise image. Être patron en France, c'est toujours, et très souvent, tu vas être les méchants de l'histoire tout le temps. Même si tu n'es pas les méchants, si tu ne te payes pas, et parfois tu passes tout le temps par les méchants. Et donc, c'est cette image qu'il faut déconstruire aussi. Et c'est pas facile, parce que ça te colle à la peau, et dans les rapports, c'est très compliqué. Et Amélie, en parlant de déconstruction, est-ce que vous, venant avec un bagage de grande brigade, quand vous êtes arrivé dans votre propre cuisine, vous avez eu aussi une déconstruction à faire par rapport à ça? Bien sûr. Et ça, c'est Gabi qui m'a apporté tout ça, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude des grandes brigades, d'être dans des sous-sols, enfin, de ne pas avoir la lumière du jour, on a tendance à s'abrutir un peu quelque part. Donc, c'est vrai que Gabi m'a apporté beaucoup de choses à ce niveau-là. Elle m'a même vachement décoincée. Elle m'a appris aussi beaucoup sur la culture, sur l'art, la musique, le cinéma, la danse. Et c'est vrai qu'elle m'a sorti un peu de cet univers. Et je pense que ça a apporté aussi du coup beaucoup à ma cuisine. Et voilà, il y a cet état d'esprit du coup que j'ai un peu désamorcé avec le temps dans ma cuisine en fait. Et justement, quand on passe par plusieurs maisons, on apprend bien sûr des techniques, on a accès à des produits. Comment est-ce qu'on trouve sa patte de chef, sa propre cuisine en fait? Comment est-ce que vous l'avez trouvée? Moi, j'ai mis un peu de temps à la trouver parce qu'au début, on a tendance à reproduire un petit peu ce qu'on a vu. Et après, avec le temps, on affine, on s'intéresse à d'autres choses. Voilà, comme je disais, la culture m'a apporté beaucoup. Et puis après, moi, je suis quelqu'un de très spontané. Donc, en fait, j'invente des trucs à la minute qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais ce qui marche, je le garde et je fais évoluer, en fait, ces choses-là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu un peu faire ma cuisine à moi, quoi. C'est-à-dire, un peu tous les jours, retravailler des plats qu'on a déjà fait ou qu'on n'a pas fait. Mais toujours en gardant quelque chose de très important pour moi, le classicisme à la française. La sauce, c'est comme ça. Un beurre blanc, c'est comme ça. Un jus de viande, c'est comme ça. Donc voilà, je reprends en fait tout ce que j'ai pu apprendre pour en faire moi après ma popote, quoi. Et tu as appris aussi à te recentrer sur un dialogue, raconter une narrative. Ouais. Parce qu'au Aikai, c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que je pouvais faire des cochons entiers avec la tête à table, comme des petites assiettes toutes raffinées, quoi. Donc je voulais en fait tout faire et tout le temps. Donc il y avait une espèce de frénésie tous les jours. Je voulais que ça soit une auberge et en même temps un gastro. Donc est-ce que c'est lié à votre jeunesse? Oui, je pense. Ouais. J'avais besoin de prouver, en fait. J'avais besoin de prouver qui j'étais, que j'allais y arriver, que ce que je faisais, c'était bien. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était pas forcément comme ça, que c'était le mieux. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on évolue. Je pense que j'ai la maturité aussi. Quand on a ouvert Aikai, j'avais à peine 24 ans. Donc, voilà, j'en ai 32 aujourd'hui. On s'assagit un peu. Et l'idée aussi, avant...
le travail de la protéine était Ouais. très important et petit à petit, Ouais, parce que je cette pensais protéine, elle en disparaît. fait que le client devait en avoir pour son argent. Donc pour moi, ça passait par la protéine animale. Donc il fallait de la viande et du poisson à tous les plats. Je pense que c'est effectivement, c'était l'ancienne, enfin, c'est la conception Voilà, c'est ça. Bah là, c'est la conception des grandes maisons. classique et de la exactement. cuisine française. Et Ouais. c'est vrai que je me suis intéressée aux légumes petit à petit et je trouve beaucoup plus difficile de faire un plat de légumes. Donc du coup, ça fait appel à plus de créativité et à plus de sens que mettre une protéine avec une garniture. Et avec Aponem, et puis avec ce qui nous entoure surtout, les potagers, les produits qu'on ne peut pas avoir à côté d'ici, m'invite en fait à faire une cuisine beaucoup plus végétale. Qui est beaucoup plus digeste aussi. On vit dans un monde, je pense que l'univers contemporain qui est là, on a besoin de digérer tout ça, d'être dans un univers un peu plus digeste. Est-ce vraiment nécessaire de manger des protéines dans un milieu de dégustation dans tous les plats? Les sujets, il est ailleurs. Vous voyez, c'est comme les vins aussi. L'histoire du vin nous a montré aujourd'hui, ça nous amène ici. Bon, moi, je suis allergique au sulfite et c'est vrai qu'on fait qu'il y a des vins vivants, mais c'est des vins aussi beaucoup plus digestes, qui sont pas trop alcoolisés. C'est fini, les vins qui montent à 14, 15. Quand on sort des tables, on a besoin d'être élégant, d'être bien dans son corps, répu, mais bien. C'est-à-dire passer en bonne nuit de sommeil derrière, vous voyez. Et ça, c'est très important. Très important. Ça, c'est des préoccupations qu'on entend chez l'une et l'autre qui sont des préoccupations qui sont relativement récentes dans le monde de la restauration, où on se préoccupait effectivement d'en donner pour son argent au client, que le client soit repu et non de la digestibilité ou de l'état d'esprit ou l'état physique du client quand il sortait de table. Ouais, bien sûr. C'est important, c'est aussi la notion de l'élégance, de la justesse, de la grâce. Du bien-être. Pour que ça soit gracieux, il faut pouvoir digérer, il faut pouvoir se sentir bien. C'est terrible de sortir des tables et de dire j'ai trop mangé, j'ai so mal, enfin après on passe une nuit horrible, ou quand on est trop alcoolisé, ou quand... Enfin, personne n'a envie de passer une nuit comme ça, enfin on dort mal, même on passe une mauvaise journée derrière, quoi. Donc... Et vous, Gabi, si je fais un peu la question en miroir, comment est-ce que vous avez trouvé votre manière d'exercer la sommellerie, puisque finalement vous avez appris, sur le tard, ouais. Voilà, c'est ça, sur le tard. Et c'est une chose d'apprendre et c'est autre chose de se retrouver face à des clients sans avoir peut-être le background d'avoir commencé à 15 ans. Comment est-ce que vous vous êtes senti je sais pas si vous vous souvenez de votre premier service, mais c'est quelque chose que j'ai appris avec les gens et en regardant. Je pense qu'on rentre beaucoup dans l'intimité des gens. Dans un restaurant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce qui se déroule dans une salle de restaurant, c'est une vraie comédie humaine. On rentre dans l'intimité des gens. Il faut l'écouter. Et les vins nous apprennent ça aussi. Très vite, j'ai compris que les vins, c'était un grand atout. Il ne faut pas oublier que les vins, il y a plusieurs genres de vins. Il y a les vins des fêtes, il y a les vins d'élévation, il y a les vins pour les amoureux, il y a les vins des copains. Et avec les clients, à l'écoute de l'humain, je pense que mon background d'humaniste et de chercheuse, parce que mon sujet a toujours été l'humain. Et les vins servent à cette cause. Et donc, c'est le travail du regard, de la sensation, de l'énergie, de cette intimité-là. Donc, moi, j'ai pas de pudeur avec ça. Et les vins, j'ai le travail comme ça. Pour servir à la cause, c'est-à-dire à la cause humaine, pour accompagner la cuisine d'Amélie, mais surtout pour créer un petit peu de magie, d'élévation. Là où il faut se décoincer un peu, là, il faut apporter un petit peu de magie. Là où il faut un peu d'ivresse aussi, parfois, parce que l'ivresse est nécessaire par des moments, quand il y a trop de tension. Et donc, j'ai appris vraiment, et tous les jours, cet apprentissage m'apporte beaucoup dans ma vie personnelle aussi, dans l'histoire de la comédie humaine. Donc, j'ai appris en faisant, et sans trop de complexe aussi. Parce que je pense qu'il ne faut pas être trop complexé. C'est ce qu'on est. On est des petits êtres humains, finalement, avec nos fragilités. Et au service d'une cause noble, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'à table, c'est là où on peut sublimer le travail d'un homme ou d'une femme qui a travaillé toute l'année, et plusieurs années même. Et on est dans le moment final, l'aboutissement. C'est-à-dire, on va boire les vins qui a été fait pendant longtemps,
Il y a où un millésime, il y a où la taille, il y a où les vendanges, il y a où la vinification, il y a où les fermentations. Et là, on est vraiment au moment solennel, c'est-à-dire, on va déguster ces vins. Il faut que ça soit un peu ritualisé, il faut qu'il sert à... Moi, je me mets toujours au service de cette cause-là. Et pour les clients, c'est-à-dire l'adéquation du genre, en rencontre d'amoureux, des potes, la famille, ou juste l'échange des grandes idées, mais je me mets à service de cette cause-là, des vignerons et des êtres humains qui sont là. Mais ça veut dire, si je pousse l'idée un peu plus loin, qu'avec un même plat d'Amélie, en fonction des tablés, vous pourriez potentiellement servir des vins différents. Bien sûr, évidemment. Il faut être à l'écoute. Qui est là? L'adéquation du genre, encore une fois. C'est qui les publics auxquels je m'adresse. Et un même individu, c'est-à-dire ces vins, il ne va pas parler à vous ou à elle Bien sûr. de la même façon. Donc, ça m'arrive dans un service d'ouvrir plusieurs bouteilles, justement, pour chercher, c'est ce qui vibre, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qui va être entendu. Parce que les vins, il a besoin d'écoute. Et encore une fois, quel est les publics qui pourra l'écouter? Et c'est ce qui m'intéresse, c'est les plaisirs. On travaille pour les plaisirs. Donc, ça sert à rien d'être dans quelque chose d'absolument pointu et intellectuel pour des gens qui cherchent juste un plaisir immédiat. Donc, on va toujours essayer d'adéquer à l'adéquation du vin. Les vins qui servent à cette cause. J'aimerais bien aussi rebondir sur un mot que vous avez employé, le fait d'être décomplexé. Est-ce que vous pensez que le fait d'être brésilienne, ça vous aide dans le fait de ne pas avoir de snobisme, ni vis-à-vis des clients, ni vis-à-vis des étiquettes Moi, je viens d'ailleurs. Je serai toujours l'étrangère qui sert des vins à des Français. Et donc, je ne peux pas faire autrement. C'est mon histoire, c'est comme ça. Et je pense qu'elle est enrichie, parce que le regard étranger, c'est un regard enrichissant. Tout à fait. Moi, je viens d'un ailleurs. Et je pense que quand on vient d'un ailleurs, on peut apporter des choses, justement, un autre regard. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai fait beaucoup d'efforts, parce que j'ai appris votre histoire, j'ai beaucoup voyagé en France et en Europe, j'ai vécu dans plein de pays, j'essaie de comprendre votre culture, votre langue et vos codes. Et je pense que je peux apporter des choses, même si par des moments je fais des fautes, et je me fais souvent reprendre par des clients même. Ah bon? Qui n'ont pas d'indulgence, c'est d'autres qui ont beaucoup d'indulgence. Ah, c'est vrai. Mais le fait est que je serai toujours cette étrangère-là, et je ne peux pas faire autrement que d'être décomplexée par rapport à ça. Et donc, je fais avec ce qu'il y a là, donc, là où sont posés mes pieds, tel que je suis. Sinon, non, mais c'est vrai que, pour repartir aussi sur ce que vous aviez dit sur le divin, enfin, en France, le vin est extrêmement sacralisé. Et donc peut être intimidant, et effectivement beaucoup de gens n'osent pas s'y frotter. Mais moi je trouve que c'est du travail mal fait, ça. Être dans un rapport des pouvoirs et des forces, je trouve que c'est très humiliant et c'est totalement contre-productif. Quand on va manger dans un restaurant, on n'a pas envie d'être humilié, on a envie juste de passer un bon moment et d'être bien accompagné. On utilise souvent ici les mots accompagnement. On est là pour accompagner les gens, on accompagne les vins, on accompagne la cuisine Amélie. Et on n'est pas là pour humilier les gens. C'est horrible. Enfin, c'est terrible, cette image. Et comment est-ce que vous trouvez en fait un juste compromis, enfin entre guillemets, entre vos propres goûts et les attentes des clients? Voilà, vous nous avez dit parfois les clients vous reprennent ou voilà. On l'écoute. C'est d'être à l'écoute encore une fois, de se mettre, d'être à leur niveau à chaque fois, d'écouter l'être humain qui est derrière, la demande. Donc, ils vont pas parfois utiliser les mots justes, mais on va essayer de décortiquer chaque mot et être à l'écoute de façon absolument humble et avec leurs mots. Donc, d'abord, c'est ce que je dis toujours à mes clients, on va apprendre à se connaître. Et donc, s'il faut encore une fois ouvrir plusieurs bouteilles pour les faire plaisir, on va ouvrir ces plusieurs bouteilles et de façon respectueuse et se mettre toujours à leur niveau. C'est ça qui compte. C'est le plaisir, on sert cette cause. Et si on peut le faire bien, c'est de créer une émotion. C'est là on peut être fort. Parce que, on mange tous les jours, plusieurs fois par jour. Tout homme et femme ont besoin de manger et de boire. Mais si on peut trouver ces moments de grâce où il y a une émotion, c'est fabuleux. Notre travail, il est là. C'est là où ça devient intéressant. Et c'est pour ça qu'on ouvre. C'est pour créer des émotions. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du volet entrepreneurial de votre aventure. Bon, déjà, Aïkai est aujourd'hui chez Aponem.
On le sait, quand on lance un projet de cette envergure, enfin un restaurant, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ouais. Vous, qu'est-ce qui vous a surprise l'une et l'autre par rapport à ce que vous aviez imaginé? Vous avez eu donc Aikai, vous l'aviez anticipé, vous l'aviez sûrement un peu rêvé, et face à la réalité, quelle est la part de décalage entre le rêve et le concret? Être patron, c'est très compliqué, c'est Ouais, pas je pour tout le pense que- monde. Ça demande des épaules, ça demande un peu d'art, des rebondissements, et il faut être fort dans sa tête. Mm. Enfin, il y a très peu de gens, en tout cas des patronnes comme nous, c'est-à-dire on n'a pas des gros moyens, on n'a pas des investisseurs derrière, donc tout dépend de nous et de la En fait, façon je dont pense on que gère tout. le plus dur, et même chez Aponem parfois, c'est de toujours être remis en fait à notre rôle de patronne. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on peut en fait, bah, parfois on sera toujours les méchantes. Voilà, enfin, c'est vrai, c'est un peu, Mais c'est un de- peu ça qui est dur. Du point de vue même économique, en tant que modèle économique, on fait des essais tout le temps. Mm. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Ouais. C'est un capital de roulement. Et donc, on essaie de trouver des compromis par rapport à ça, mais c'est l'art de rebondissement ad aeternam. Mm. Et les Covid est passé par là. Ça, Ouais. c'était un gros défi. Ouais. Parce que nous avons dû tripler nos dettes. On a dû faire 2 PGE, un prêt rebond. Les projets, il est sain, on travaille pour. On fait attention, malgré le fait qu'on est 12 personnes à bosser dans ces projets et qu'on met tout le monde au même niveau, comme je disais. Donc, l'idée, c'est de créer... Ça, j'aimerais bien qu'on y revienne parce qu'effectivement, on en a parlé en aparté et je trouve que c'est votre modèle économique, il est assez intéressant et je pense assez visionnaire aussi de ce que peut être la restauration et de ce qu'elle sera sûrement demain pour continuer à attirer les gens. Mm. Est-ce qu'on peut y revenir un petit peu Mais bien sûr, c'est quelque chose à laquelle c'est très important. Disons, c'est un peu l'ADN du projet. Et Ouais. trop souvent, on se fait recadrer par rapport à ça parce qu'il y a plein de gens qui viennent nous donner des leçons et dire que c'est impossible. C'est-à-dire, on a décidé que tous les gens qui travaillent pour nous, ils ont le même salaire. Tout le monde est logé, nourri, blanchi. Il n'y a pas de différence. On travaille sur un modèle qui finalement est anti-patriarcat. Ouais. C'est-à-dire quelque chose d'absolument vertical, avec des hiérarchies bien précises, avec des cadres, des échelons. Ici, on a dit non. Je ne vois pas comment dans un restaurant on peut fonctionner si on n'a pas un plongeur. Et je ne vois pas pourquoi le plongeur est plus important qu'un sous-chef. Mm. Ça, demande à n'importe qui, c'est une réalité. Ouais. Tout le monde a sa place et tout le monde est très important dans Mm. le projet. Donc, c'est ce qu'on essaye de créer chez Aponem. Et on est encore... il faut dire qu'on a vécu des années difficiles et des bilans qui ne sont pas réalistes, des bilans comptables, je veux dire, Mhm. parce qu'on a ouvert en 2018, en juillet 2018, puis on a une année 2019, 2018-2019, et puis on a eu les Covid tout de suite. Oui. 2 années de Covid avec 14 mois de fermeture. Ouais. Mais le fait est qu'effectivement, on essaye de créer un univers où on peut être heureux, en bonne santé et bien dans sa tête. C'est-à-dire, tout le monde a son importance, a un rôle à jouer dans cette boîte. On a tous les mêmes salaires de façon absolument transparente. Et quand on dit tous, c'est vous également. Nous également, including us. Et parfois, Amélie et moi, on ne prend pas de salaire parce que, voilà, vous savez qu'est-ce que c'est. Et parce qu'on a pris cette responsabilité, c'est notre projet et on prend nos responsabilités par rapport à ça. Ce n'est pas tous les jours facile, évidemment. Ouais. Donc, on fait face à plein de défis. On a décidé aussi que les gens ne vont pas travailler 78 heures. Ouais. Donc, on fait 6 services par semaine, c'est-à-dire on ouvre du vendredi soir au lundi midi. Ça fait aussi, 6 c'est services dans la révolutionnaire. semaine. Ouais, puis c'est quelque chose qui a évolué aussi, parce qu'au début, on faisait 6 jours sur 7. Et on a vite compris que ça allait pas fonctionner, que les gens allaient pas rester. Donc, en fait, c'est vraiment un modèle qui a évolué avec le temps, en fait. Et nous non plus, oui, c'est sûr. Notre modèle, il a évolué à la mesure qu'on peut s'écouter aussi. Ouais. Écouter de quoi on a envie. C'est vraiment pas intéressant et je ne vois pas comment on peut évoluer si on est des abrutis. C'est-à-dire quand on travaille trop et qu'on est trop fatigué, on ne peut pas rêver. Et si on ne peut pas rêver, on peut pas faire rêver. Si on ne rêve pas, on ne peut pas faire rêver. Ouais. Ni les gens qui travaillent pour nous, parce que les gens vont être malheureux, ils vont être au bout de rouleau, ça va créer des stress, des burn-out. Ce n'est pas le but de l'aventure. Donc, on essaye de créer un univers sain où
où on peut trouver un équilibre humain, un équilibre des rêves, parce que l'échelle des rêves est très importante aussi, et un équilibre financier. Donc, on essaie de faire des calculs pour que les clients ils payent les justes prix, qui changent tous les jours, parce qu'il y a des critères qui n'étaient pas là auparavant. Il y a une crise mondiale, il y a eu les Covid, il y a la guerre maintenant. Oui. La matière première, elle a triplé de prix. Ouais. Et donc, tous les jours, on s'adapte. Tous les jours, on s'adapte. Mais on est totalement transparent, même vis-à-vis des clients. Justement, on n'est pas dans la course des étoiles, il faut, parce qu'on pratique des prix d'un étoile, 2 étoiles, c'est pas ça. Pas Par de posture, en fait. Pas de posture. Les gens qui viennent ici, quelque part, c'est un choix engagé. On fait vivre 12 personnes où on essaye de vibrer correctement en tant qu'être humain, dans une échelle des rêves qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est très importante. Et ça a un juste prix à payer. C'est comme tous les choix de consommation aujourd'hui, en 2022. Tout à fait. Tous les choix de consommation, c'est des choix engagés. Ce sont des choix politiques. Politiques et engagés. C'est un engagement vis-à-vis de tout. Et donc, c'est pas toujours facile. J'aimerais bien aussi qu'on parle un petit peu de la répartition des responsabilités entre vous, parce que donc, vous êtes associés. Ça permet de répartir un petit peu voilà, les responsabilités, mais aussi la prise de décision. Est-ce que ça a toujours été simple pour vous, justement? Est-ce que c'est toujours été fait de manière fluide? Est-ce que ça aussi c'est un apprentissage? Alors, je pense que en fait on est complémentaires en fait depuis le début d'Aikai, c'est-à-dire que Gabi en fait va s'occuper de toute la partie gestion, comptabilité, bon évidemment la partie vin, mais si on parle vraiment du côté entreprise, voilà, donc Gabi va gérer tout ça, et moi je vais gérer en fait tout ce qui est plus le côté humain en fait, c'est-à-dire que moi comme j'ai vraiment le nez dans le guidon 15 heures par jour avec les gens qui travaillent pour nous, moi je vais être plus dedans dans l'humain et dans le quotidien en fait. Donc Gabi, ce qui est super, c'est qu'elle pour le coup a plus de recul et du coup va gérer d'autres choses et va m'aider s'il y a des problèmes, à désamorcer des crises, d'où l'important d'avoir toujours des regards frais, l'une vis-à-vis de l'autre. Et c'est très important d'avoir un point de recul. Quand on est trop dedans, on ne peut pas voir clair. Et donc c'est là où on est très complémentaires. C'est là où Amélie, elle va avoir aussi un regard sur la salle, et moi sur sa cuisine, où on peut être dans cette fraîcheur de quand on rentre, on voit. Quand on est dedans, on ne voit plus rien. C'est comme les odeurs. Quand on vit dans un endroit qui pue toute sa vie, on ne sait pas que ça pue. Donc c'est très important d'avoir l'esprit clair pour voir les choses. Et donc on s'apporte ça tous les deux. Et c'est très complémentaire. Et par rapport à la médiatisation, souvent quand on voit des duos comme le vôtre, cuisine, salle ou sommellerie, c'est toujours la personne qui est en cuisine qui est ultra médiatisée, alors que ce sont souvent des associations à 50-50, ou voilà. C'est l'idée en tout cas. Vous, je trouve que vous avez réussi à trouver un bon équilibre dans le fait que vous êtes, on sait que vous êtes deux à la manœuvre, que c'est votre projet à toutes les deux. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que chez vous, en fait, on voit que, enfin, il y en a pas un qui est effacé, il y en a pas une qui est effacée par rapport à l'autre? Alors, déjà, on est deux femmes. Alors, c'est vrai qu'en Aikai, c'était beaucoup plus moi que Gabi ou que nous deux ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose pareil qui a évolué parce que c'est vrai qu'Aponem, c'est tellement un projet fou et c'est vraiment nous, quoi. Donc je pense que c'est venu naturellement en fait. C'est-à-dire que moi, il y avait des journalistes, je disais toujours non, mais Gabi est là, on fait des photos ensemble. Et voilà, et en fait c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Mais c'est sûr que l'une sans l'autre, ça fonctionne pas. C'est impossible. Ça serait pas Aponem. Et je pense qu'il est fait qu'on soit deux femmes, ça change beaucoup des choses aussi. Sur la dynamique et l'architecture des égos aussi. Ouais, il n'y a pas d'ego mal placé, c'est sûr. Et on est main dans la main, enfin, ça n'a aucun sens qu'il y a une qui ressorte plus que d'autres. Dans un restaurant, il y a une équipe et tu ne peux pas travailler tout seul. Enfin, c'est impossible. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le plongeur qui est aussi important que le sous-chef. Tout le monde est très important. Non, et puis Gabi, pour moi, c'est extrêmement important, évidemment, mais aussi dans ma cuisine. C'est-à-dire que Gabi, pour moi, j'ai toujours dit, c'est ma cliente, en fait, préférée, parce qu'elle vient derrière le fourneau
Et elle goûte mes plats quand moi, pour le coup, j'ai trop la tête dans le guidon et j'ai pas ce recul parce que je suis trop dedans. Et du coup, je lui demande toujours de goûter mes sauces, de goûter le sel, de goûter tout ça. Et elle a toujours ce regard neuf qui me fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça aussi que pour moi, c'est très important qu'elle soit autant médiatisée que moi parce qu'elle a un rôle très important Et à je jouer. trouve que c'est dommage que ça ne soit pas les cas partout parce que c'est souvent des binômes dans la restauration. Tout à fait. Et je ne comprends pas, je n'ai jamais compris pourquoi c'est toujours les chefs qui montent sur scène quand il est restaurant en étoile. Un chef ne peut pas faire un travail tout seul. Ouais. Et c'est très dévalorisant et ça crée un problème énorme, des vices dans la profession. Cette problématique est une problématique très profonde et très ancrée dans le milieu. Et ça déplace tout. Ouais. Et ça crée beaucoup de problèmes, d'ailleurs. Parce qu'on sacralise la figure de chef, alors qu'on devrait la désacraliser et créer un univers un peu plus ouvert. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à recruter aussi. Le métier de la salle est totalement dévalorisé. Il n'y a pas d'histoire. L'histoire s'est perdue du métier de la salle. Comment on fait ? C'est quoi ? Les gens en salle, ils sont là juste pour porter des assiettes. Mais je trouve que c'est justement le contraire. La salle est là pour accompagner les gens, pour accompagner cette comédie humaine. Et c'est main dans la main. On est là justement pour accompagner la gastronomie, pour présenter, on fait la médiation entre ce qui se passe dans la cuisine et ce qui arrive dans l'intimité des gens. Et c'est dommage que ça soit un métier qui n'est pas valorisé à sa juste valeur. Ouais. Et si on reprend un petit peu le fil de votre aventure entrepreneuriale, donc on vous avait laissé chez Aikai, c'était un succès, voilà, vous étiez reconnu pour ce projet, pourtant vous avez, au bout de quelques années, vous êtes passé à autre chose. Qu'est-ce qui a fait cette transition qui vous a amené aujourd'hui à Aponem ? On avait besoin de silence, des regards frais, des bienveillances. Les années parisiennes avec Aikai, c'était des années difficiles pour plein de gens. On était dans le quartier des attentats. Nous avons eu des problèmes avec les voisins. On a eu 5 cambriolages et Aoulanou Debou qui a cassé notre terrasse plusieurs fois. On avait besoin de silence et bienveillance. Mais en fait, c'était pas du tout anticipé parce que quand on a décidé de venir ici, on le savait pas. En fait, on partait juste en vacances et c'est en déjeunant dans ce restaurant en fait qu'on a décidé d'acheter en fait suite à ce déjeuner où on a compris que c'était à vendre. Mais c'était pas du tout anticipé parce que quand on était encore à Paris, on voulait racheter dans un autre quartier. Et en fait, on a changé de vie de façon très radicale, quoi. Et ça s'est fait en combien de temps, ce changement de vie, justement ? Ça s'est fait en 3 mois. D'accord. On a tout quitté, oui. Donc la prise de décision a été extrêmement tout de suite. rapide. En fait, c'était 15 minutes. Oui. On est venu ici, cet endroit nous a choisi, on a dit oui, on a monté un dossier, on est allé frapper à la porte de la banque, on a dit on fait ça. On est rentré à Paris, tout le monde dit qu'on était folle, que c'était la fin de notre carrière, qu'on était complètement irresponsables. Personne n'y croyait. Et on a dit si. Amélie, elle m'a cru au début, et puis après, elle a eu des doutes, mais moi, j'ai jamais cessé de croire. Et puis, elle m'a cru, finalement. Et puis, finalement, tout le monde a cru. Et finalement, voilà, on est là. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut peut-être... L'histoire nous a donné raison, parce que c'était le monde avant Covid. Totalement. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est aussi que le cadre ici, c'est vraiment... Ça peut pas être plus radicalement différent c'est sûr. Que le canal Saint-Martin. Que le canal Saint-Martin. On est au milieu de la verdure, au calme, relativement isolé. C'est un lieu, c'est un écrin pour la cuisine d'Amélie et puis pour l'expérience en salle de Gabi. Et malgré tout, voilà, vous, les citadines, les parisiennes, vous vous êtes projetées tout de suite ici. Ouais, il fallait s'acclimater, quoi. Au début, c'est vrai que je pense que ça a été plus dur pour moi que pour Gabi. En fait, on apprend à se divertir autrement. C'est-à-dire que quand on est là, il n'y a pas les boutiques, il n'y a pas le cinéma, il n'y a pas le théâtre, il n'y a pas... On est les seuls commerces de village. Donc, il a fallu s'adapter un peu. Et moi, c'est vrai que donc, j'étais hyper enthousiaste avant d'arriver. Et puis, quand je suis arrivée, c'est vrai que j'ai eu un gros choc au début. Et je me suis dit qu'en plus, ça n'allait jamais marcher, ce restaurant. Enfin, qui allait venir manger chez nous ici, quoi. Et puis, en fait, on s'y fait. Et puis, en fait, maintenant, pour rien au monde, je remonterai à Paris. Et en fait, il faut dire qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, le fait d'être ici, un peu à l'écart et dans cet écran magique, c'est que ça nous permet d'être très concentrés. Il n'y a pas de dispersion. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on a à faire.
Comme il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de bruit, on fait, c'est ce qu'on a à faire. C'est cette idée, bon, on est dans un presbytère, certes, mais c'est presque une vie monacale. On cultive notre terre, on fait notre pain, et tout le monde qui est ici vit pour ce projet. C'est-à-dire pour créer des émotions. Et ça, je trouve que c'est noble. Ça nous permet de mettre nos pieds là où sont... Notre vie, elle est ancrée là où sont posés nos pieds, dans un moment présent. La contemplation, il n'y a pas de dispersion, et c'est rare. Et c'est tellement précieux de nos jours d'être dans cette calme et dans cette qualité des contemplations et des présences, que je trouve vraiment qu'on est des privilégiés. Ça nous permet de faire juste ce qu'on a à faire. Et basta. On a vécu 4 ans sans réseau, sans Internet, sans téléphone ici. Maintenant, ils ont mis une antenne qui marche au groupe électrogène. On a des réseaux. Et on est presque déçus parce que les téléphones d'être connecté au monde. Il y a presque un peu trop de dispersion maintenant parce que les téléphones sont là. Mais c'est très intéressant de vivre dans une grande concentration. C'est très intéressant. Quand on est dans la ville, on ne peut pas savoir. Moi, je viens du Brésil, 22 millions d'habitants, à São Paulo, à Mélie de Paris. On a vécu dans des grandes villes et c'est tellement intéressant d'être dans cette concentration-là. Vraiment. Et vous l'avez dit, vous faites votre pain, vous cultivez votre terre. Est-ce que dès le départ, quand vous vous êtes installé ici, c'était l'idée ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a... Oui, c'est ce qui nous a amenés ici. C'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, l'achat du restaurant, il y a eu un achat du jardin, en fait. On a eu beaucoup de chance. Et on voit en fait ce petit panneau à vendre sur une des parcelles. Et là, on se dit, waouh, on se jette dessus, ça sera notre petit jardin des aromates. Et c'était déjà énorme pour nous, en fait. Maintenant, on en a 6. Et 7 avec une parcelle pour les composts. Ouais. C'était un rêve qui s'est réalisé très rapidement, en fait. Et on a appris aussi à cultiver la terre. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on apprend ce nouveau métier ? Parce que c'est un autre métier que celui de chef et de sommelière. On apprend un peu dans le livre, on apprend aussi avec les gens du village. On avait quelqu'un aussi qui nous a beaucoup aidé au début. Et on apprend tous les jours. C'est vrai que c'est encore un autre métier, quoi. Mais on a, évidemment, c'est totalement utopique d'imaginer que les chefs cultivent la terre alors qu'ils sont dans leur cuisine. Donc nous avons une jardinière qui travaille à temps plein pour ça. Et nous avons aussi, pendant ces 4 ans, tous les jours on apprend avec beaucoup d'échecs, quelques réussites surtout. Très important de souligner les échecs. Et on a appris aussi à regarder ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire comment on fait en cueillette sauvage, qu'est-ce qui se mange. Donc il y a une dame qui est pas très loin, qui fait les métiers qu'autrefois on appelait les métiers de sorcières, les femmes qui connaissent ce qu'il faut manger pour se soigner ou pour rendre malade les gens. Et donc, on apprend tous les jours en observant la nature qui est autour de nous, parce qu'en fait, finalement, presque tous mangent. Oui. Et on peut faire des choses merveilleuses avec ce qu'il y a autour de nous. Non, et puis le grand luxe, c'est de cultiver, mais aussi de pouvoir récolter, en fait, juste avant le service, ce qu'on a semé, en fait. Et ça, c'est une grande fierté. Ça, c'est magique, en fait. Les gens quand on comprend ça, on se sent tellement plein de pouvoir. De se dire qu'on met une petite graine dans un pot de terre, toutes les plantes, et puis après, ça pousse. Et ça, c'est fou. Ça, c'est dingue. Et je pense que ça change peut-être le rapport au produit aussi, pour vous en tant que chef. Bien sûr, déjà, il y a plus de respect, moins de gâchis. Voilà, c'est la sacralisation. Et puis là, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce rapport au végétal ne fait que évoluer du coup, parce que voilà, il y a les jardins, et faire avec les jardins, c'est mieux que faire avec la viande qui vient de Béziers ou de je sais pas où. Donc voilà, mais oui, il y a plus de respect, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai appris à être patiente aussi, parce qu'à Paris, on a tout de suite. On a tout quand on veut, on a tout de n'importe quel producteur, et on fait moins attention. Du coup, ça a peut-être un peu moins de valeur. Enfin, voilà. Ici, c'est mes légumes, donc ça, c'est quand même incroyable. Et tout ce travail commun a été auréolé d'une étoile Michelin assez rapidement, je crois 1 an... Au bout de 7 mois. Ouais, c'est ça, même pas 1 an après l'ouverture. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu Qu'est-ce que ça représentait pour vous ? Moi, ça représentait beaucoup, parce que ça a été un soulagement, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de cette étoile. Voilà. Je voulais cette étoile. Et j'y croyais pas. Je me suis dit, je disais à Gabi d'ailleurs avant qu'on ouvre, si on met pas, si dans 6 ans on n'a pas l'étoile, on ferme. Enfin, on s'en va, quoi.
Parce qu'Amélie, elle vient de ces mondes-là. Oui. Et du coup, quand elle est arrivée, ouais, c'était un Au bout de soulagement. 7 mois et pas de 6 ans. Ouais, voilà. C'était vraiment un soulagement. Bon. Ok. Tu viens de ces mondes où c'est très important, ça. Ouais. Ouais. Et parfois, ça peut aussi disperser, je pense. Il faut faire attention à ça. On ne travaille pas pour les étoiles. Non, c'est sûr, mais c'est une récompense quand même. C'est vrai que quand tu es cuisinier, que tu as grandi avec ces chefs-là qui sont couronnés d'étoiles, et c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fait un peu rêver. Donc, quand c'est arrivé, j'étais contente, quoi. J'étais fière. Maintenant, c'est vrai que j'y pense pas tous les jours quand j'arrive dans ma cuisine. Et je pense pas à la 2e étoile forcément, mais je suis contente de l'avoir et j'espère la garder longtemps, quoi. Par rapport à l'ouverture de Aekai, quelles sont les leçons que vous avez retenues et qui vous ont été utiles quand vous avez ouvert Aponem, même si c'était déjà un restaurant, c'était forcément très différent. Est-ce qu'il y a eu justement un espèce de retour d'expérience, l'apprentissage, c'est devenir patron. D'accord. Ouais. C'est vous avez pu faire ça, donc c'était... tous les paramètres qui sont indispensables, l'équilibre d'une entreprise, c'est-à-dire faire très attention à la masse salariale, aux coefficients, aux charges. Enfin, il y a en réalité, sinon, c'est pas possible. Enfin, c'est devenir patron. Et dealer avec l'humain. C'est très, très difficile. La difficulté, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est l'humain. Rien n'est plus difficile que ça. Ce qu'on ne soupçonne pas forcément quand rien n'est plus difficile et redoutable que l'humain. Et justement, ma question suivante, c'était est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditeurs qui nous écoutent, parce que beaucoup de gens rêvent d'ouvrir un restaurant. Qu'est-ce que ce serait le conseil qu'on aurait pu vous donner ? Jamais lâcher. Jamais. Jamais lâcher. La différence entre les gens qui font et les gens qui ne les font pas, c'est qu'il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. C'est justement parce que c'est difficile qu'il faut les faire. Et ça, toute la différence, elle est là. On les fait parce que c'est difficile. Il ne faut pas oublier ça. Amélie, vous êtes d'accord ou... Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas oublier de prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait, malgré les problèmes. Enfin, Gabi et moi, c'est vrai qu'on a beaucoup de vécu depuis ces 8-9 ans d'expérience, là, mais on n'a jamais oublié de prendre du plaisir non plus, en fait. Ça, c'est très important, parce que je pense que le jour où on arrête de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est du coup un restaurant qui s'éteint à petit feu, et jamais rien lâcher, ça fait partie de ça, en fait. C'est le plaisir avant tout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, la suite d'Aponem Une belle existence harmonieuse, d'exister et d'éprouver que ces modèles est possible. Cette utopie n'est pas seulement une utopie, mais un modèle. C'est ça qu'on peut nous souhaiter. Vous espérez s'aimer ce modèle On espère passer du cadre d'utopie à un modèle. Ouais. Voilà. Je pense que ça serait très important. On va passer à la deuxième partie de l'interview consacrée aux femmes et au monde de la gastronomie. La question que je pose à toutes mes invitées, c'est la suivante. Est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu un impact sur votre parcours professionnel ? Bien sûr. Oui. À certains moments, oui. À certains moments. Alors, Amélie. moi, quand j'ai démarré la cuisine, il y avait très peu de femmes en cuisine, mais je me suis jamais positionnée comme plus faible ou parce que je suis une femme, on me traite pas. Moi, je me suis toujours mis en fait au même niveau. C'est-à-dire, je suis une femme et je fais comme les hommes, voilà. Et en fait, c'est venu à partir du moment où j'ai commencé à être chef, c'est-à-dire au Aekai, où là, j'ai compris qu'en fait, quand je me déplace dans des événements, je suis regardée un peu de travers, où on me fait des réflexions, voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu des moments un peu compliqués. En fait, tant que vous étiez quelque part en position subalterne, vous l'avez pas ressenti. Et c'est plutôt quand vous avez été... C'est quand je sors de ma cuisine, en fait. C'est là où c'est un peu compliqué. D'accord. Elle a une étoile, c'est une femme. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait ? Je sens, en fait, qu'il faut que je prouve un peu plus que les autres. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça aussi que je sors pas trop de ma cuisine. Je reste vraiment ici. Parce que je me sens protégée, en fait. Et je me sens moi-même. Donc, quand il faut sortir et faire des événements, je dis souvent à Gabi, écoute ça, j'ai pas envie de le faire. Gabi est là aussi pour me protéger. Et voilà. Donc oui, il y a des moments compliqués. Ouais. Et vous, Gabi, votre expérience ? Alors, dans la gastronomie, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un monde, comme je disais, où tout se conjugue au masculin, où tous les modèles sont
lié à l'image de l'homme réussi. Et les femmes sont là en tant que femmes, des chefs, Ouais. pour servir. Et donc, de prendre une place en tant que protagoniste et avec un peu de légitimité, c'est un chemin qui est un peu long. Mais je pense qu'on a une grande responsabilité par rapport à ça. Évidemment, les femmes, dans tous les métiers, encore en 2022, doivent faire 2 fois plus parce qu'on ne se sent jamais légitime. Les femmes ont toujours un problème de légitimité. C'est très juste. On est toujours dans les syndromes de l'imposteur, on ne se sent jamais légitime. C'est toujours plus difficile de se sentir à sa place que les hommes, parce qu'on a été éduqués comme ça et parce que c'est l'histoire des femmes depuis toujours. Vu que la narrative, ça a été toujours construite à la première personne du masculin. Donc l'histoire à la première personne du féminin reste à raconter. Et on est là pour ça. Donc à chaque fois qu'on a la possibilité de parler de ça, on en parle. Parce que je pense qu'on a une responsabilité aussi historique. C'est la façon dont on se positionne aussi. Et c'est ce qu'on accepte et c'est ce qu'on n'accepte pas. C'est très important de pouvoir dire non. Et c'est très important de pouvoir dire oui. En tant que femme, je veux dire. Oui, bien sûr. Et donc, Amélie, c'est une femme, chef, de FE. Ouais. Moi, je suis une femme, sommelière. Et on fait notre métier, comme un homme fait son métier. Et on doit être respecté en tant que professionnel. Bien sûr. Donc, les gens ne doivent même pas être un sujet. Bien sûr. Et malheureusement, il est encore un sujet. Il y a pas mal d'initiatives pour faire évoluer les choses, notamment sur la question des violences en cuisine. Est-ce que quand vous examinez un peu la situation, est-ce que vous avez des idées sur ce qu'il faudrait faire pour que les choses évoluent sur la place des femmes ? Oui, je pense les idées, c'est justement de décomposer les systèmes de patriarcat, comme on avait dit, qui visiblement n'a pas marché. Non. C'est désacraliser des postes et juste mettre l'humain au même niveau. Hommes, femmes, on est tous pareils. C'est le respect de l'humain. C'est de regarder les gens en tant qu'individus dans le respect de l'humain. C'est pas parce que tu es chef que tu es les dieux tout-puissants. Il y a un rapport des forces qui est totalement déplacé. Et puis je pense que les gens ont peur aussi de dire les choses, de parler, parce que si le chef sait que c'est moi, je vais peut-être gâcher ma carrière. Voilà, donc je pense qu'il y a il y a une omerta. Ouais, les gens ont peur de parler, je pense aussi beaucoup. Donc voilà, même moi, personnellement, moi j'ai fait face à des violences en cuisine. J'ai jamais rien dit, et voilà. Mais parce que c'est l'histoire de l'humanité, on en est encore là. Ouais. Parce que parfois on dit, on n'est pas entendu. Et parfois c'est plus difficile de devoir dire et prouver que tout dit. C'est toujours la place de la victime. C'est comme quand une femme va déposer plainte et que la plainte n'est pas accueillie ou n'aboutit pas et qu'on est dissuadé de porter plainte. Donc c'est encore un parcours qui est long et malheureusement c'est pas fini. Malheureusement c'est pas fini. Est-ce que il y a des femmes qui vous inspirent ? oui, bien sûr. Dans ce métier, comme en général ? Une femme que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai eu la chance de l'approcher de près, c'est Anne-Sophie Pic, par exemple, qui m'a raconté son parcours quand j'étais chez elle, à Valence. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle, pour le coup, c'est une femme qui n'a jamais rien lâché, pour qui ça a été très compliqué face aux hommes, de son équipe même. Et voilà, oui, j'admire beaucoup de femmes. Adeline Grattard, pareil, c'est une femme que j'aime énormément. Et il y a qui d'autre ? Nadia Samut aussi, c'est très intéressante, un parcours incroyable. Donc oui, je pense qu'il y a des figures qui imposent vraiment le respect dans ce métier, quoi. Des parcours assez, celles que vous citez, ont des parcours assez personnels et singuliers. Oui, tout à fait. Est-ce que Gabi, vous voulez compléter ou est-ce que c'était... Non, mais je pense que oui. Toutes les femmes dans ces métiers sont importantes. Il n'y a pas une qui n'est pas importante, justement parce qu'elles ont la force et le courage de faire quelque chose qui n'était pas fait auparavant. Et c'est pour ça qu'il faut parler de ces femmes-là. Le problème, c'est ça. Toute l'histoire, les nerfs de la guerre, c'est ça, je pense, aujourd'hui. C'est parler de ces femmes. Ouais, on est bien c'est d'accord. rendre visible l'invisible. Les Celles femmes qui ont sont toujours invisibilisées. existé. Elles ont toujours été là, mais pourquoi on ne parle pas d'elles ? Donc il faut parler de ces femmes-là.
On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food. Des questions pour mieux vous connaître. C'est un petit questionnaire rapide. Quel est votre dernier coup de cœur food, à l'une et à l'autre? Ça peut être un vin, ça peut être un livre, ça peut être un restaurant, ça peut être un peu ce que vous voulez. Ah, un vin, ok. Moi, c'est Renaud Boyer, qui est un vigneron sublime, qui est en Bourgogne. Il est à Meursault et il fait un peu le Limoraché vivant, vibrant, d'élévation, qui m'a fait pleurer. Voilà. Amélie? El Capillo à Collioure, ouais. C'est un restaurant incroyable, une cuisine de marché. Tout est frais, tout est bon, tout change tous les jours. Ouais, c'était un moment délicieux. Bon. Un plat qui résume votre enfance? Le gratin dauphinois. Les gnocchis de ma grand-mère. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté que vous n'avez jamais oublié? Le gratin dauphinois. Gabi? Oui, les gnocchis de ma grand-mère. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez? Moi, j'aime pas l'aubergine. Moi, j'aime pas les goûts douçants dans la viande. Est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine à la maison? Du fromage. Du beurre. Quelle est votre recette fétiche que vous faites tout le temps à la maison? Alors, à la maison, je ne cuisine pas. Donc, je ne peux pas vous dire. Non, moi, en général, je prends un morceau de camembert et je mange comme ça. C'est moi qui cuisine à la maison. Moi, mon spécialité, c'est les rôtis. Je suis spécialiste des rôtis, donc des poulettes, des rôtis de porc, toujours arrosés avec beaucoup de beurre, beaucoup d'amour, des fruits. J'adore mélanger les fruits avec la viande blanche. Et j'ai fait ça souvent quand on ne travaille pas. Et justement, quand vous êtes en cuisine, qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous travaillez en silence? Est-ce que vous écoutez de la musique? Beaucoup. France Gall à fond. Et Gainsbourg. Et ici, Chet Baker à fond. On est très jazz en salle. Ok. Quel serait le resto de votre vie s'il n'en restait qu'un? Ça peut être le vôtre. Oui, Aponem. Sans aucune hésitation. Est-ce qu'il reste un restaurant que vous donneriez cher pour découvrir? Aponem. Moi, j'aurais bien l'ultraviolet à Shanghai. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre au micro de Girls in Food? Very good question. Tellement de femmes. Les femmes qui n'ont pas trop de paroles, peut-être une plongeuse. Ouais. Ça serait très intéressant. Pas une star, pas quelqu'un qui est un nom connu. Une girl en food. Ouais. Qui est dans le monde des invisibles, les rendre visibles. Très important de donner la parole à ces femmes-là. Ouais. Parce qu'elles sont là. Et elles sont indispensables. Elles sont indispensables, ouais. Amélie? Non, je pense comme Gabi. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.